Dans la vidéo que nous avions consacrée au phénomène de diffusion, nous avions expliqué que lorsque les atomes d'un cristal sont irradiés par les rayons X, ils vont diffuser de façon sphérique et leur diffusion sera élastique. Diffusion voudrait dire que lorsqu'un atome reçoit un faisceau de rayons X, donc sous forme de photons, cet atome va prendre ces photons et il va les disperser autour de façon sphérique. Et dire que la diffusion est élastique voudrait dire tout simplement que les photons diffusés, donc envoyés dans tous les sens par l'atome, donc ces photons-là vont avoir la même énergie que les photons incidents. Un atome donné n'absorbe donc aucune partie de l'énergie incidente. Tous les atomes d'un cristal vont alors diffuser un rayonnement de même longueur d'onde. Et comme tous les atomes d'un cristal diffusent un rayonnement de même longueur d'onde, c'est que on sera en présence d'un nombre très élevé de sources cohérentes. Ces sources ne sont autres que les atomes donc qui sont en train de diffuser simultanément. Et dans certaines directions, il peut y avoir des interférences constructives entre les rayons diffusés. Et il peut en résulter alors un rayonnement suffisamment intense pour qu'il soit observé. Ce phénomène d'interférence constructive du rayonnement diffusé est ce qu'on appelle la diffraction. Le terme diffraction sera réservé au cristal et la diffusion sera réservée aux atomes. À savoir qu'on parlera de la diffusion des atomes et de la diffraction d'un cristal. La question qu'on doit alors se poser maintenant, c'est que lorsque des rayons diffusés parallèles interfèrent positivement, quelle en est la condition géométrique? L'interférence constructive de certains rayons parallèles peut se faire avec trois conditions géométriques. Les trois conditions en question sont la condition de Laue, la condition de Bragg et la condition d'Ewald. Les trois conditions vont être valables que le rayonnement incident soit des rayons X, un rayonnement neutronique ou un rayonnement électronique. Nous allons consacrer la présente vidéo à l'établissement de la condition de diffraction de Bragg. Cette condition va conduire à l'une des lois fondamentales en cristallographie. La condition en question a été établie par les Bragg père et fils vers 1915. C'est une loi qui va expliquer dans quelles conditions interfèrent les rayons diffusés par les atomes d'une famille de plans réticulaires donnés. À savoir que lorsqu'on a une famille réticulaire donnée irradiée par les rayons X, les atomes de cette famille vont diffuser de façon sphérique et il y a possibilité que des rayons parallèles émanant de ces atomes puissent interférer en phase. Et cette condition de Bragg va donc nous permettre de savoir dans quelles conditions un lot de rayons parallèles diffusés puisse interférer en phase. Pour pouvoir établir cette condition, nous allons avoir besoin d'un certain nombre de définitions que nous avons déjà établies dans la vidéo précédente que nous avions consacrée à la condition de diffraction de Laue. Les définitions dont nous allons alors avoir besoin pour établir la condition de diffraction de Bragg sont les suivantes. Dans la vidéo que nous avions consacrée à la détermination de la condition de diffraction de Laue, nous avions défini entre autres un vecteur n qui était sous forme d'une différence s moins s0, schématiquement un vecteur n correspondant à la différence s moins s0, et ce vecteur, nous l'avions appelé vecteur de diffusion. De telle sorte que s et s0, composant ce vecteur différence, sont ce qu'on appelle les vecteurs d'onde et sont caractérisés par le fait que leurs modules sont égaux à 1 sur lambda. Lambda S0 et lambda S ne sont autres que les vecteurs unitaires des directions d'incidence et de diffusion. En somme, S0 est un vecteur qui va orienter les rayons X incidents et S est un vecteur qui va orienter les rayons diffusés qui vont interférer. Dans la même vidéo, nous avions établi que la condition de diffraction de Laue pour la rangée 1, 0, 0, à savoir l'axe des X, cette condition donc était sous forme A scalaire n est égal à H, à savoir que le produit scalaire entre le vecteur directeur de la rangée 1, 0, 0 et la n qu'on vient de définir il y a un instant, donc ce produit scalaire est un entier que nous avions noté H. Et que de façon similaire, les conditions de diffraction de Laue pour les rangées 0, 1, 0 et 0, 0, 1, respectivement l'axe
des Y et l'axe des Z était Bn est égal K, Cn est égal à L. Nous avions établi également que dans le cas général, pour une rangée quelconque UVW de paramètres P, la condition de diffraction de l'AOE pour cette rangée doit s'écrire sous forme P, qui est le vecteur unitaire de la rangée scalaire N, est un entier. Cette condition est donc exprimée dans le réseau direct, et son expression dans le réseau réciproque nous a conduit à établir le fait que le vecteur de diffusion N doit être un vecteur de l'espace réciproque, à savoir que N va être défini entre l'origine du repère réciproque, qui est la même que pour l'espace direct, et un nœud R quelconque de l'espace réciproque, de telle sorte que le vecteur OR, donc qui est N, sera décomposable sur la base A étoile, B étoile, C étoile du réseau réciproque, de telle sorte donc que N devrait être égal à un entier fois A étoile, plus un entier B étoile, plus un entier C étoile. Les entiers que nous avons notés H', K', L' ne sont pas obligatoirement premiers entre eux, puisque le nœud R peut être quelconque. Comme illustré par la figure suivante, le vecteur N va donc joindre l'origine d'une rangée réticulaire HKL réciproque et un nœud quelconque de cette rangée. Dans le cas de cet exemple, le vecteur N joint l'origine de la rangée HKL et le quatrième nœud. Par voie de conséquence, N serait égal à 4 fois le vecteur directeur de cette rangée. De façon générale, N serait égal à N fois le vecteur directeur de la rangée HKL étoile. Le module de ce vecteur directeur de la rangée HKL étoile n'est autre que l'inverse de la distance DHKL de la famille HKL à laquelle est perpendiculaire la rangée HKL étoile. La démonstration de ce propos a fait l'objet d'une vidéo précédente. Comme DHKL est le vecteur unitaire de la rangée HKL étoile, donc joignant l'origine de la rangée avec le premier nœud, c'est que donc les coordonnées du premier nœud dans l'espace réciproque sont des entiers relatifs premiers entre eux. Ainsi, D étoile HKL n'est autre que H A étoile plus K B étoile plus L C étoile, donc avec H, K et L, entiers relatifs premiers entre eux. Pour pouvoir établir la condition de diffraction de Bragg, nous allons dans un premier temps essayer de voir comment est orienté le vecteur N qui était S moins S0, donc comment était orienté ce vecteur N par rapport à une famille réticulaire HKL, représentée ici sur les dessins par l'intersection du premier plan de la famille avec une maille de paramètres A, B et C. Pour pouvoir orienter N par rapport à la famille réticulaire HKL alors, nous allons procéder comme suit. Comme nous l'avions signalé tout à l'heure, la condition de diffraction de l'AOE pour la rangée 1, 0, 0 s'écrivait A scalaire N est égal à H. Et la même condition concernant la rangée 0, 1, 0 s'écrivait B scalaire N est égal à K. H et K sont des entiers et A et B sont respectivement les vecteurs directeurs des rangées 1, 0, 0 et 0, 1, 0, qui ne sont autres que les axes X et Y du repère direct. Ceci étant dit, le produit scalaire AN est égal à H peut être écrit sous forme A sur H N est égal à 1. De même pour Bn est égal à K, qu'on peut écrire B sur K, N est égal à 1. En retranchant donc la deuxième équation de la première, on obtient A sur H moins B sur K, scalaire N est égal à 0. Or, conformément à la définition d'une famille réticulaire HKL, A sur H n'est autre que la distance OA, puisque c'est au point A que le premier plan de la famille HKL coupe l'axe des X, et B sur K n'est autre que la distance OB, puisque c'est au point B que le premier plan de la famille coupe l'axe des Y. En remplaçant donc respectivement A sur H et B sur K par OA et OB, donc cette différence ici devient OA moins OB, qui n'est autre que BA. Et par voie de conséquence, cette équation devient BA scalaire N est égal à 0. Ce qui conduit au fait que le vecteur BA donc devrait être normal au vecteur N.
Si on considère maintenant la condition de diffraction de l'AOE pour la rangée 1, 0, 0 et pour la rangée 0, 0, 1, qui est l'axe Z, on peut, de la même façon que tout à l'heure, établir que A sur H moins C sur L, scalaire n est égal à 0. Comme on l'a signalé il y a un instant, A sur H n'est autre que OA, mais cette fois C sur L correspond à la distance OC, puisque c'est à cet endroit où le premier plan de la famille HKL coupe l'axe des Z, qui est l'axe 0, 0, 1. Donc C sur L est égal à OC. Et de cette façon, la différence OA moins OC n'est autre que le vecteur CA. Dans ces conditions, on aura alors CA scalaire n est égal à 0, ce qui conduit au fait évident que CA est perpendiculaire à n. Sur la figure ici, donc CA devrait être perpendiculaire à n. Donc d'un côté, BA devrait être perpendiculaire à n, CA devrait être perpendiculaire à n, or BA et CA ne sont autres que deux segments de l'intersection du premier plan de la famille HKL avec la maille. Par voie de conséquence, n est perpendiculaire à la section ABC, qui n'est autre que l'intersection du premier plan de la famille HKL avec la maille. Donc en fait, n serait perpendiculaire à toute la famille HKL. En conclusion donc, n est perpendiculaire au plan de la famille HKL. Or, n correspond à la différence vectorielle S moins S0, vecteurs qui ont le même module. Et de ce fait, n est un vecteur bisecteur de l'angle S moins S0. Comme S et S0 ont la même norme, c'est que n est à la même distance des deux vecteurs. Donc l'angle formé entre n et S0 est exactement le même que celui formé entre n et S. Et comme n est perpendiculaire à toute la famille réticulaire HKL, donc à la section ABC ici sur le dessin, c'est que S et S0 doivent former le même angle avec les plans de la famille HKL. Si donc S0 fait un angle θ avec la famille HKL, le rayon S va faire le même angle avec la même famille. Or, comme nous l'avions signalé tout à l'heure, S0 n'est autre que le vecteur d'onde qui va orienter les rayons X incidents. Et le vecteur S est un vecteur d'onde qui va orienter le rayon diffusé. Tout se passe alors comme si le rayon S diffusé était réfléchi par la famille HKL qui était irradiée sous une incidence θ. La diffraction des rayons X par une famille de plans réticulaires va se passer donc exactement comme la réflexion d'un rayon lumineux par un miroir. Réflexion qui se fait suivant les lois de Descartes, à savoir que n1 sinus θ1 est égal à n2 sinus θ2, et lorsqu'on est dans le même milieu, le n est le même, et θ1 est égal à θ2. Ça, c'est pour ce qui concerne la première relation de Descartes. La deuxième relation de Descartes, c'est que le rayon réfléchi est contenu dans le plan formé par n et S0. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à présent, nous sommes maintenant en mesure de pouvoir déterminer la condition de diffraction de Bragg. Comme S et S0 ont même module, ça voudrait dire tout simplement que cette figure en rouge ici est un losange, et comme conséquence, les diagonales du losange doivent être orthogonales, donc perpendiculaires ici au centre de la figure. Dans ces conditions, le triangle ici, formé par les deux demi-diagonales et S0, est un triangle qui est rectangle au centre de la figure ici. Dans ces conditions, le module de la demi-diagonale ici n'est autre que le module de S0 qui est l'hypoténuse de ce triangle, cosinus cet angle. Donc module de S0, cosinus, pi sur 2 moins θ, qui n'est autre que sinus θ. Donc ce côté-là devrait être donc égal à 1 sur lambda sinus θ. Comme les deux demi-diagonales ici sont égales, c'est que le module de n n'est autre que le double de cette distance, qui n'est autre, on vient de le signaler il y a un instant,
que le module de S0, qui est 1 sur lambda, sinus θ. Si nous traduisons maintenant ce qu'on vient d'expliquer sous forme d'équation, on peut dire donc que le module de n est égal à 2 fois S0 cosinus pi sur 2 moins θ. Comme cosinus pi sur 2 moins θ correspond à sinus θ, cette équation devient alors 2 fois module de S0 sinus θ. Or, module de S0 étant égal à 1 sur lambda, le module de n devient 2 sur lambda sinus θ. Or, nous avions signalé tout à l'heure que n est un vecteur de l'espace réciproque dont le module est égal à n fois d étoile. Et comme d étoile, c'est l'inverse de la distance dHKL de la famille HKL, c'est que la norme de n n'est autre que n sur d. Ceci nous conduit alors à écrire que 2 sur lambda sinus θ est égal à n sur dHKL. L'équation précédente peut alors s'écrire sous forme de dHKL sinus θ HKL est égal à L lambda. Cette équation, c'est ce qu'on appelle la condition de diffraction de Bragg. C'est l'une des conditions fondamentales en cristallographie. Dans cette équation, lambda représente la longueur d'onde du rayonnement incident. N, quant à lui, est un entier et il définit l'ordre de la diffraction. dHKL, c'est la distance interréticulaire de la famille HKL irradiée par les rayons X de longueur d'onde lambda. Et θHKL est l'angle de diffraction de cette famille à un ordre n. La condition de diffraction de Bragg peut être déterminée par une autre méthode en suivant le raisonnement suivant. Considérons deux plans d'une famille réticulaire HKL donnée, de distance interréticulaire dHKL, de telle sorte que ces plans soient perpendiculaires au plan de la feuille. Leur intersection donc va donner de droite. Supposons maintenant qu'on irradie la famille réticulaire en question par un faisceau incident de rayonnement X sous une incidence θ. Comme on l'a démontré tout à l'heure, il va y avoir alors parmi les rayons diffusés par les atomes des rayons parallèles faisant le même angle θ après la diffusion. Les rayons rouges indiquent en réalité le sens de propagation des ondes incidentes et les rayons bleus montrent le sens de propagation des ondes diffusées qui vont se combiner pour donner une interférence constructive. Suivant les deux rayons rouges, se propage alors l'onde incidente. Les ondes sur les deux rayons sont tout à fait en phase puisqu'ils émanent de la même source. Ainsi, à chaque fois qu'on trace une perpendiculaire aux deux rayons parallèles, les ondes doivent être en même état de phase. Ce qui va se passer alors, c'est que la première onde va diffuser suivant un angle θ et elle ne va alors subir qu'un changement de direction. Les photons émis dans ce sens vont être moins nombreux, ce qui fait que l'intensité de l'onde va être inférieure à celle de l'onde incidente, mais la longueur d'onde diffusée sera exactement la même que celle de l'onde incidente, puisque la diffusion est une diffusion élastique. Ainsi, l'onde incidente arrivée à ce point va changer tout simplement de direction avec la même longueur d'onde qu'à l'entrée et le nombre de photons à la sortie est inférieur au nombre de photons à l'entrée. Pour ce qui concerne maintenant le deuxième rayon portant la deuxième onde qui était en phase avec la première, une fois arrivé au point A, elle n'a pas encore atteint le deuxième plan de diffraction. Cette onde doit alors parcourir la distance AD, interagir avec le deuxième plan, et parmi les rayons diffusés, il va y avoir un qui va diffuser avec le même angle θ que le premier. Cette onde doit encore parcourir la distance dB pour rejoindre l'onde qui a été émise par le premier plan. Et pour qu'on puisse avoir une interférence constructive des deux ondes, il faudrait que l'onde, une fois qu'elle sort au point B, soit en même état de phase que celle qui est sortie au point C, ce qu'on peut schématiser par ce qui suit. Donc en somme, les ondes incidentes jusqu'au point C et A, elles étaient en phase. Et à partir du point C et B, on souhaite qu'elles soient en phase
pour qu'elle puisse interférer de façon constructive et donner un signal détectable. Pour que les ondes diffusées soient en phase et donner donc une interférence constructive aboutissant à un signal perceptible, il faudrait absolument que le retard linéaire qui est pris par la deuxième onde, retard égal à AD plus dB, ce retard doit être obligatoirement égal à n fois la longueur d'onde. Et pour plus de détails sur les phénomènes de diffusion atomique et d'interférence constructive des ondes électromagnétiques, voir les vidéos que nous avons déjà consacrées à ces deux phénomènes. La distance AD donc dans l'incidence et la distance dB dans la diffusion, cette somme doit être égale à n fois la longueur d'onde. Comme la figure est symétrique, la distance AD est égale à la distance dB. Pour ce qui concerne maintenant le côté AD, il fait partie du triangle CAD, rectangle en A. Et dans l'hypoténuse ECD, qui n'est autre que la distance DHKL de la famille réticulaire en question. La distance AD serait donc égale à la distance CD, qui est DHKL, cosinus cet angle, puisque le côté AD est adjacent à l'angle. Or, cet angle n'est autre que pi sur 2 moins θ, angle d'incidence. Donc, cette distance ici serait DHKL cosinus pi sur 2 moins θ, qui n'est autre que sinus θ. La distance AD peut être retrouvée directement en fonction de sinus θ en écrivant que AD est égal à CD qui est DHKL sinus cet angle. Or cet angle est égal à θ. En effet, lorsqu'on a deux droites formant entre elles un angle alpha, les perpendiculaires respectives aux deux droites forment le même angle. À savoir que la perpendiculaire de cette droite, elle est là, et la perpendiculaire de celle-ci, elle est là. Donc l'angle formé entre les droites est le même que celui formé entre les perpendiculaires. C'est exactement le cas de figure que nous avons ici. Nous avons l'axe des X et l'axe représentant le premier plan. Entre ces deux axes, il y a l'angle θ. Perpendiculairement à cet axe, il y a cette perpendiculaire CD. Et perpendiculairement à cette ligne, il y a l'axe CA. Par voie de conséquence, l'angle θ ici n'est autre que celui qui est entre CA et CD. Et donc par conséquent, la distance AD n'est autre que DHKL sinus θ. Comme on l'a signalé tout à l'heure, le dessin est symétrique, ce qui fait que la distance dB est égale également à AD, et c'est égal à DHKL sinus θ. La différence de marge correspondant alors à la distance AD plus BD est égale à d sinus θ plus d sinus θ, soit 2d sinus θ. Pour que l'interférence des ondes diffusées soit alors constructive, il faudrait que la différence de marge soit égale à n fois la longueur d'onde. Dans ces conditions, on aura alors 2d sinus θ est égal à L lambda. N, c'est ce qu'on appelle l'ordre de la diffraction. Tout à l'heure, nous avions comparé la diffraction des rayons X par les plans d'une famille réticulaire à la réflexion de la lumière normale par un miroir. La comparaison est quand même limitée, puisque dans le cas de la réflexion de la lumière par un miroir, il n'y a aucune condition sur l'angle de réflexion. On oriente le miroir par rapport à la lumière avec n'importe quel angle, il y aura toujours réflexion de l'autre côté. Mais dans le cas des plans réticulaires, ces plans ne peuvent pas diffracter à n'importe quel angle, mais on parle d'une diffraction sélective, puisque les θ des diffractions sont des θ bien précis dont la valeur doit être obtenue par l'expression arc sinus L lambda sur 2d. Donc une famille donnée ne peut pas diffracter pour n'importe quel θ, mais à des θ bien précis donnés par cette formule. D'un autre côté, dans la formule de d sinus θ est égal n fois lambda, n, lambda et d sont des paramètres positifs, ce qui fait que le sinus doit être coincé entre 0 et 1. Sinus θ doit donc être inférieur ou égal à 1. Or, d'après cette formule, sinus θ est égal à L lambda sur 2d. Par voie de conséquence, L lambda sur 2d doit être inférieur à 1.
Ce qui fait que n, qui est l'ordre de la diffraction, doit être inférieur ou égal à 2d sur lambda. Autrement dit, les ordres possibles pour une famille donnée, ayant un d bien précis, et pour une longueur d'onde bien précise, les ordres sont inférieurs ou égaux à 2d sur lambda. Dans la pratique, disposant de d et disposant de lambda, on cherche le terme de d sur lambda, et tous les entiers inférieurs à la valeur trouvée sont les ordres possibles. La même inéquation peut être maintenant écrite sous forme DHKL supérieur ou égal à n lambda sur 2. Ça voudrait dire que les familles réticulaires pouvant diffracter à un ordre n, leur d doit être supérieur ou égal à n lambda sur 2. Ainsi, pour qu'une famille réticulaire HKL puisse diffracter au moins une fois, donc à l'ordre 1, il faudrait que DHKL soit supérieur à lambda sur 2. Ce qui fait que la longueur d'onde choisie pour irradier le cristal doit être obligatoirement inférieure ou égale à 2 DHKL. Comme DHKL est de l'ordre d'une dizaine d'angström, lambda doit être donc inférieur à une vingtaine d'angström. Et vu ces valeurs, on peut bien comprendre pour quelles raisons les familles réticulaires ayant donc des distances DHKL de quelques angström ne peuvent pas diffracter à la lumière visible, puisque la longueur d'onde du visible est comprise entre 4000 et 8000 angström. Par voie de conséquence, la longueur d'onde est énormément plus élevée que de DHKL, qui doit être de l'ordre d'une dizaine à une vingtaine d'angström, et par voie de conséquence, on n'aura jamais de diffraction avec le visible, ou bien avec les rayonnements moins énergétiques tels que l'infrarouge et les ondes hertziennes. Les cristaux ne peuvent pas être également diffractés par les UV, malgré le fait qu'ils ont des longueurs d'onde inférieures à 4000 angström, mais ça reste toujours des valeurs largement supérieures à 2D. On va présenter maintenant quelques figures présentant l'état de diffraction d'une famille HKL donnée à certains ordres de diffraction. La première d'entre elles est la présente figure. Elle montre l'état de diffraction d'une famille donnée de distance DHKL à l'ordre 1. En effet, on voit sur la figure que les deux ondes jusqu'à cet endroit étaient en phase, les deux ondes incidentes. À partir de cet endroit, la première onde diffuse, alors que la deuxième onde doit parcourir cette distance, qui n'est autre que la différence de marche, pour rejoindre la première onde qui provenait du premier rayon. Et on voit bien donc que la différence de marche ici, ça correspond à une demi-longueur d'onde dans l'incidence et une demi-longueur d'onde dans la diffusion, et ça va faire une longueur d'onde. Et on comprend bien pour quelle raison, donc à la sortie, les deux ondes sont en phase. Donc l'interférence est constructive dans ce cas, et on aura donc diffraction. Pour ce qui concerne maintenant la présente figure, elle représente l'état de diffraction d'une famille donnée, toujours de distance DHKL, à l'ordre 1,5. En effet, on voit, d'après cette figure, que l'onde, suivant le premier rayon, arrivant à cet endroit, va changer de direction tout simplement avec même longueur d'onde et un nombre de photons plus faible que l'incidence. Quant à l'onde portée par le deuxième rayon, une fois arrivée ici, elle est toujours en phase avec la première, mais à partir de ce point, il va y avoir un déphasage égal ici à une fois la longueur d'onde et demi. Et on voit clairement dans ces conditions, l'onde diffusée ici, à partir de ce point comparable à celui de la première onde, les ondes vont être inversées. À chaque fois que l'une prend une valeur, l'autre va prendre une valeur opposée. Et la somme des deux signaux ici va être une somme nulle, et ça va donner un signal tout simplement nul. Donc absence de diffraction, dans ce sens, c'est ce qu'on appelle l'interférence destructive. On n'aura pas de diffraction. Ici, dans la partie d'incidence, on avait 3 quarts de longueur d'onde, donc une demi-longueur d'onde plus un quart d'onde. Et dans la partie diffusion, on va compléter ce quart d'onde par un autre quart pour avoir une demi-longueur d'onde, et puis une demi-longueur d'onde, et en tout, donc on aura une longueur d'onde et demie. Donc dans tous les cas où la différence de marche serait égale à un nombre demi-entier de longueur d'onde, comme dans le cas présent, on aura toujours opposition de phase
pour les ondes diffusées et un rayonnement donc nul à la sortie. Le cas maintenant où le déphasage est égal à 2 longueurs d'onde peut être illustré par cette figure dans laquelle on voit que la différence de marche entre les deux ondes incidentes et diffusées, donc cette différence de marche ici est égale à une fois la longueur d'onde dans la partie incidente et une fois la longueur d'onde dans la partie diffusée, ce qui fait qu'on tourne 2 fois la longueur d'onde, et c'est une condition nécessaire pour que l'onde diffusant suivant cette direction soit exactement en phase avec l'onde diffusant sur ce rayon. C'était vraiment la même chose que ce qu'on a trouvé lorsque le déphasage était une fois lambda. L'interférence des ondes diffusées sera alors constructive et ça va aboutir à un signal qu'on va pouvoir mesurer. La présente figure maintenant représente le cas où la différence de marche est égale à 3 fois la longueur d'onde. On voit bien effectivement que cette différence de marche ici est égale à 1 fois et demi dans l'incidence et demi une fois dans la partie diffusée. Essayons de voir maintenant comment tracer le dessin d'une figure de diffraction à un ordre donné. Intéressons-nous donc au cas où la différence de marche est égale à 1 fois lambda. Pour commencer, il faut d'abord dessiner 2 plans consécutifs d'une famille réticulaire donnée, de telle sorte que ces 2 plans soient perpendiculaires au plan de la feuille. Donc ils vont être ce plan de droite. Traçons ensuite 2 rayons incidents, faisant avec les 2 plans le même angle θ. Et puis dessinons ensuite les 2 rayons diffractés, faisant le même angle avec les plans réticulaires que l'angle d'incidence. À partir du même point, traçons également la perpendiculaire aux 2 rayons diffractés. Géométriquement, la différence de marche entre la première onde et la seconde est exactement égale à cette distance plus cette distance qui est exactement la même. Chacune des distances est alors égale à d sinus θ. Si on s'intéresse à la diffraction de la famille HKL au premier ordre, ça voudrait dire que 2d sinus θ doit être égal à 1 fois lambda. Par voie de conséquence, de ce point à ce point, on doit avoir une demi-longueur d'onde, et de ce point à ce point, on doit avoir l'autre demi-longueur d'onde. Commençons alors par tracer ces 2 demi-longueurs d'onde ici, ce qui va donner une demi-longueur d'onde à gauche et sa suite à la droite, donc pour former une longueur d'onde. Une partie positive à gauche et la partie négative, elle est à droite. On trace ensuite le début de la deuxième onde à cet endroit ici. Et on fait pareil avec la première onde, ce qui va donner ce dessin-là, qui respecte le fait que les 2 ondes à un point donné sont exactement en phase. À cet endroit, par exemple, ils sont toutes les 2 nulles. À cet endroit, elles sont maximales toutes les 2, et ainsi de suite. Comme la première onde arrive ici en ayant été auparavant négative, elle doit tout simplement changer de direction en se lançant positivement. La deuxième onde, à cet endroit, doit faire pareil. Et on voit bien, du fait que la différence de longueur d'onde est égale à 1 fois lambda, les 2 ondes, quand ils vont se rencontrer à partir de ce point, sont en phase et leur interférence sera bien constructive, comme on l'avait expliqué auparavant. Si on veut maintenant tracer une figure d'interférence destructive, on procède exactement comme tout à l'heure, sauf que la différence de marche doit être un demi-entier de longueur d'onde. Si on suppose par exemple que la différence de marche est égale à 1,5 lambda, c'est-à-dire sur le dessin de là à là, on doit avoir une longueur d'onde et demi. Donc 3/4 d'onde vont être de ce point à ce point, et les 3 autres quarts vont être de ce point à ce point. C'est-à-dire que de là à là, on doit faire une demi-longueur d'onde plus 1/4 d'onde, et de l'autre côté, on doit terminer ce quart d'onde et puis ajouter une demi-longueur d'onde. Et de cette façon, on va avoir une onde et demie. Donc la différence de marche est égale à une onde et demie,
Et une fois qu'on représente la différence de marche, on dessine les ondes en amont et puis les ondes en aval, et on constate alors aisément qu'à partir de ce point où les ondes diffractées vont être comparables, qu'ils vont être en opposition de phase complètement. C'est-à-dire que lorsque l'une sera maximale, l'autre au même point sera vraiment minimale. Et dans ce cas, leur somme va conduire à un signal qui est nul. Donc les deux rayons sont bien envoyés par les atomes, mais une fois que ces rayons vont se rencontrer, le signal qu'ils vont composer va être détruit, son intensité serait nulle. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.